Bon, on a donc la confirmation que Oda déteste les pirates de Barbe Blanche et qu'il veut absolument tous les tuer, mais surtout que le prochain chapitre, le 1053, va péter. Ça va péter. Le chapitre va péter. Mesdames et messieurs, ici Chad et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1052 de One Piece. Donc, nouveau matin, ce qui est assez intéressant parce que le temps de l'aube n'est pas encore arrivé, mais on a les conséquences de Wano et quel plaisir d'avoir un chapitre comme ça où tu ressens vraiment la conséquence via les morts, certes, mais surtout la mise en scène qui fait que chacune d'entre elles est assez importante pour être vraiment ressentie lors de ce chapitre. Et c'est pour ça que je suis extrêmement ravi. Bon, ça enlève pas les autres problèmes que j'ai avec l'arc d'Onigashima, mais en soi, l'arc Wano tout entier, je pense qu'il va être très bon, surtout pour la conclusion qui va arriver. Et donc, dès le début, on retrouve le Germa dans la mini-aventure et surtout Caesar Clown. Ça faisait depuis tellement longtemps qu'on n'avait pas vu Gasolino qui est comme ça et qui a été un petit peu perdu dans toute cette histoire. Et franchement, ça fait énormément plaisir surtout de le retrouver parce qu'une association entre lui en termes scientifiques avec le Germa, ça peut aller très loin, sachant que la marine, ils ont remplacé les Shichibukai parce qu'ils avaient une nouvelle arme qui pouvait justement les remplacer. Alors là, si Luffy a de son côté des gens du Germa qui se sont associés à un scientifique fou, ça peut aller très loin. Les armes dans One Piece, dans la suite de One Piece, je pense que ce sera très important. Et bon, on se retrouve donc à la maison de retraite de Marijoa où on voit le Gorosei qui s'inquiète bien sûr pour Nika et surtout le fait que deux Yonko soient tombés. Et ils peuvent pas couvrir l'affaire. Là, c'est beaucoup trop gros. Et sans vous mentir, je vous avoue que la meilleure solution pour eux, c'est vrai que ça aurait été vraiment de couvrir le truc. Parce que au final, là, il va y avoir tellement un bouleversement au niveau du monde. Et en plus, Wano s'était fermé. Mais il y a eu des gens qui ont parlé. Des gens avec une bien trop grosse bouche. Et là où ça va être intéressant, c'est qu'on va nous dire que c'était le pire timing possible. Donc, on ne sait pas c'est exactement dû à quoi qu'ils nous disent ça. Peut-être dû à la rêverie, aux révolutionnaires qui ont attaqué. Peut-être bien, et c'est pour ça que là ça nous tease un truc énorme. Tu sens vraiment que tout converge vers la fin de One Piece. Et le CP0 va annoncer au Gorosei que Zunisha est parti et ça va les rassurer parce que ça veut dire que Wano n'est pas ouvert. Et ça c'est très intéressant parce que eux ils en tirent cette conclusion. Ça veut dire que pour eux déjà ils savent comment se passerait possiblement l'ouverture de Wano et ça veut vraiment dire que c'est Zunisha qui ouvrirait possiblement Wano. Et surtout ils vont dire que c'était très bien vu de la part de leur ennemis de Wano et ça c'est assez intéressant. C'est vrai, qui a conseillé Momonosuke de rester enfermé et donc d'être plus ou moins protégé pour l'instant, parce que si c'est vraiment lui tout seul, il est vraiment fort pour un gamin de 8 ans. Et le plus gros peut-être lors de cette conversation, c'est que ils vont dire au CP0 par contre faut se bouger au niveau de Nico Robin, et étrangement lors de chapitre on ne sait pas où est Robin, même lors de la scène du bain, alors on ne va pas la voir et ça c'est très mystérieux. Est-ce qu'elle est partie lire ses poneglyphes comme d'habitude, elle s'est perdue je ne sais où à lire ses vieilles histoires marquées sur des cailloux, ou est-ce qu'elle a trouvé le road poneglyph, parce qu'on n'en parle pas assez, il nous faut le road poneglyph de Kaido. Je ne sais pas, je vais pas vous mentir, cet arc même d'Onigashima, voir le CP0 s'activer autour de Robin, ça m'a fait plaisir parce que depuis son introduction, on nous dit que c'est le démon d'Ohara, quelqu'un qui est énormément recherché. Et en vrai, depuis l'ellipse, tout le monde le dit, tu vois, à chaque fois qu'il croise quelqu'un, il y a quelqu'un qui fait « Ah ouais, Nico Robin, c'est chaud !» Sauf qu'il y a personne qui fait rien. Là, au moins, ça bouge. Je serais même pas contre un autre kidnapping. Oui, je ne suis pas contre. Parce que c'est une personne dangereuse, il faut l'arrêter. Et il faut que Luffy vienne arrêter celui qui va l'arrêter. Pour que tout le monde s'arrête. Bien sûr. Mais leur conversation, elle va se terminer à cause d'une interférence qui est possiblement le Taureau Vert, le dernier amiral. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir justement le Tenden Mushi qui a des yeux un petit peu à la Mihawk ou les yeux à la Im-sama. Tu sais, les yeux les plus mystérieux de One Piece. Donc, je ne sais pas, peut-être que aussi c'est Im-sama, hein, mais voilà, notons-le ici à ce moment précis. Là, on va avoir une super belle scène entre Hawkins
et Drake, qui étaient certes des supernovas, qui sont ensuite devenus de réels alliés sous Kaido, et ensuite redevenus des ennemis, et surtout peut-être les seuls qui peuvent vraiment se comprendre, vu que c'est plus ou moins les deux traîtres de cet arc. Bon, il y a aussi Apo, mais voilà, là tu apprends que Hawkins, il a essayé de jouer les probabilités. Il avait peur de se faire bouffer par Kaido, et ça se voit que quand il parle de Kid qui s'est démené pour se battre contre Kaido seul, alors il a de l'admiration. Mais dans tous les cas, ça y est, lui, il avait qu'un seul % de chance d'en ressortir, et il semblerait qu'il soit mort après ce raid. Et franchement, je trouve que l'image, c'est l'image qui est peut-être la plus impactante de ce chapitre. Voir Hawkins tomber, le personnage qui a misé sur les probabilités au lieu de miser sur l'alliance du futur, l'alliance de la libération, l'alliance du futur roi des pirates. Vraiment casse très forte en émotion. Et donc on se retrouve 7 jours après le combat. Tu vois que dans Wano Kuni, tout le monde fête ça. Ils ont autre chose encore à fêter, bien sûr, puisqu'ils attendent le réveil de Luffy. Et tu vois vraiment que c'est les vainqueurs qui font l'histoire. Ça y est, terminé la propagande dans les écoles. Ça y est, on raconte vraiment l'histoire d'Oden Kozuki. Et petite anecdote pour te dire à quel point c'est important, j'ai regardé un reportage il y a pas longtemps sur les nazis et sur le fait que au final, en fait, même si le régime il était destitué, ils ont eu du mal, même quelques années après, à essayer de calmer les jeunes qui avaient été élevés dans toute la propagande. Je ne sais pas si ça a un rapport avec la review d'aujourd'hui. Tu vois que la vérité, elle va commencer à circuler, que ce soit pour justement les vassaux d'Oden Kozuki qui ont été fidèles jusqu'au bout, sur Denjiro et sa véritable identité. Il y a même des bruits qui courent que apparemment il y aurait Joy Boy qui aurait battu Kaido. Mais qui est ce Joy Boy? C'est dommage qu'on ne puisse pas le rencontrer. Quelqu'un qui serait l'égal même de la divinité Ryuma, donc le top de Wano, la divinité des lames. Et c'est là qu'on va se retrouver à Ringo pour, encore une fois, une très belle scène. En fait, chaque mort lors de ce chapitre, à chaque fois, a été marquante, comme je te l'ai dit, puisqu'on va retrouver Kinemon qui se retrouve à vouloir construire un tombeau sur la colline pour que les morts puissent voir l'évolution de Wano, enterrer Oden et les daimyo qui l'ont suivi, et aussi, surtout, Izo et Ashura. Cette scène, elle était vraiment très belle parce que ça fait vraiment office de conclusion pour les fourreaux rouges, et c'est vraiment ça qui me réconcilie avec l'idée de sacrifice avec eux, parce qu'il y a vraiment de l'honneur, justement, même dans le sacrifice où tu les vois pas en train de pleurer, mais justement ils sont heureux d'avoir réussi leur mission. Tu sens vraiment une certaine forme de fierté, et de toute façon c'est ce qu'on nous avait expliqué avec la mort de Yasue, que c'était des sacrifices valeureux. On notera que c'est quand même assez triste pour Marco qui arrête pas de perdre ses camarades, mais vous savez ce que je pense que Oda fait aux pirates de Barbe Blanche. Et pour ceux qui trouveraient ce choix bizarre, alors d'un côté Izo quand même c'est un personnage qui chez les fourreaux rouges a eu plutôt une belle vie, qui a pu vivre avec Barbe Blanche et qui n'est pas resté justement à Wano et enfermé dans ce conflit, et au final même aura continué la volonté de Barbe Blanche en aidant même plus ou moins Oden, et aussi Monkey D. Luffy en protégeant plus ou moins Usopp, et sera tombé face au CP0, face à 2 membres après avoir affronté un bout de l'armée de Kaido, et ça c'est plutôt énorme. Et petite dédicace à celui qui a commenté la review d'il y a plusieurs mois où je disais qu'Izo mourrait comme ça. Merci, merci. Il y a des gens qui regardent les anciennes reviews et vous voyez, je raconte pas trop, pas tout le temps n'importe quoi, pas tout le temps. Et du côté d'Ashura, c'est aussi hautement symbolique parce que c'était le fourreau rouge qui avait totalement perdu espoir, qui était resté là, qui était surpuissant, qui avait humilié Jack, mais qui sera mort justement en montrant sa fidélité totalement complète, en protégeant ses camarades du Kanjuro qui s'était falsifié et qui avait fait semblant d'être Oden et avait tenté de tout faire exploser. Et d'ailleurs, en ce moment, il y a une théorie assez folle qui circule depuis 2 ans en réalité, et dont je voudrais vous faire part, c'est que, justement, Kinemon, s'il est vivant, ce serait dû à sa chance. Là, jusque-là, tu me dis, ok, oui, exactement, est-ce que tu m'apprends quelque chose? Mais en fait, c'est parce que son fruit du démon, celui qui lui permet, justement, de créer des vêtements, il y a un deuxième sens au terme japonais de Jiku, qui signifie prospérité, et même en mandarin, apparemment, directement chance. Et ça expliquerait pourquoi Kanjuro a eu énormément de chance, même quand il se faisait passer pour Don Flamingo, et qu'il a survécu plein de fois à Kaido. Au final, la chance serait une capacité secondaire de son fruit du démon, et
voilà, tu vois, quand le raid a commencé, tout s'était arrangé justement parce qu'il y avait eu une mauvaise compréhension et donc peut-être qu'on pourrait avoir encore une fois ça pour son fruit du démon, un petit jeu de la part d'Oda. Voilà, c'était la mini théorie qui est en train de circuler, vous l'avez vu ici. Et donc on a le réveil de Zoro et Luffy, ça leur aura pris 7 jours, ils se seront réveillés exactement en même temps, comme quoi c'est vraiment le bras droit du capitaine, et Momonosuke directement ils vont pas le reconnaître parce que voilà, sa constitution a changé. Tu vas même voir Yamato qui est fier justement de pouvoir plus ou moins voir Oden et qui est contente et qui lui dit ouais tout, t'as un beau corps, enfin t'as un beau corps, t'es stock, il faut remercier tes parents pour ça. Donc je sais qu'il y a des gens qui vont imaginer une relation bizarre entre les deux. Ça aurait pu marcher, mais j'ai un petit peu de mal avec le Momonosuke qui n'a encore que 8 ans dans sa tête. Attendons qu'il grandisse un petit peu avant de faire des shit bizarres. S'il vous plaît, un peu de patience, quand même. Bien sûr, dans sa tête pour l'instant, il reste un pervers, sauf que ça passe pas du côté de Nami. Sanji et Brook sont heureux et surtout Yamato n'a pas mangé pour essayer de prier pour Luffy et Zoro, ce que Jinbei va expliquer comme une tradition à Wano Kuni, entre guillemets, et ça me fait énormément plaisir. Je sais, c'est encore une fois un détail, mais encore une fois, un détail qui montre que Jinbei, c'est le conseiller, celui qui s'y connaît le plus en tant qu'ancien qui a parcouru le monde pour justement expliquer pour expliquer les petits actes géopolitiques, les traditions à son capitaine Monkey D. Luffy. T'as même un Zoro qui va vanner Sanji pour Onigashima où il lui a dit ouais tue-moi si je change. Ça y est, il dit qu'il est revenu pour ça, ça fait plaisir. Les deux ensemble, ça faisait depuis bien longtemps. Franchement, je mettrais facilement cette scène dans le top des moments marquants de l'arc d'Onigashima. Et d'ailleurs, devinez quelle sera ma prochaine vidéo One Piece. C'est clair ou pas ? Et donc on va retrouver les personnages au bain, Sanji qui devient complètement fou parce que Yamato est du côté des hommes et donc ils sont dénudés, et du côté des femmes, il y a Kiku aussi qu'il s'est infiltré. Bon, ok, d'accord, Yamato est du côté des hommes, la seule conclusion logique et pertinente qu'il faut en tirer, c'est que lorsque Bora Hancock va apprendre ça, elle va lui éclater sa tête. Au bout d'un moment, il faut assumer les conséquences de ses actes. Usopp et Franky disent que le bateau est maintenant opérationnel, même l'armure de Franky, et donc là ils sont prêts même possiblement à un combat qui arriverait et qui commencerait lors du 1053. Je dis ça, je dis rien. Beppo et même Killer, ils s'entendent bien avec eux, et c'est là qu'on va avoir quand même l'intervention de Kid qui va calmer un petit peu tout le monde, et Law qui vont dire que maintenant en fait ils vont devenir de grosses cibles. Il faut commencer à faire attention, même s'ils ne savent pas si l'information a circulé, sauf que Apu arrive avec un numbers et le journal, et en fait, l'information a déjà circulé, il a dû parler, comme quoi il ne fait pas que rapper. Donc là, Oda, il va jouer avec nos nerfs parce qu'on ne voit pas directement ce qu'il y a dans le journal, les nouvelles primes, les empereurs, qui sont-ils? Est-ce qu'ils sont directement nommés comme ça? Qu'est-ce qui arrive à Sabo? La referee, il y a tellement de choses dont il faut parler. Oda, tu nous fais du mal. Et les Shichibukai, qui est tombé? Bon, après, petite critique personnelle, un truc vraiment particulier, parce que j'ai pas l'impression que beaucoup de personnes parlent de ce sujet, mais que ce soit Luffy, Law ou Kid, en fait, il y a un truc qui me dérange s'ils ont un titre d'empereur par la suite, c'est que pour l'instant, ce qu'on nous a établi, même quand Garp nous a introduit les empereurs au tout début, et ce qu'on a vu, c'est que les empereurs, c'est pas juste un équipage surpuissant, c'est aussi un territoire, beaucoup d'influence à travers le monde. Et je dis pas que Luffy n'a pas d'influence, mais même au niveau des territoires et tout, c'est quelque chose que j'aurais aimé voir être un petit peu plus exploité dans One Piece, voir par exemple qu'il y a un problème sur l'île des hommes poissons, parce que Luffy il a revendiqué l'île, mais au final c'est un petit peu facile, tu vois. Est-ce qu'il a laissé quelqu'un sur place pour protéger l'île? Bon, on sait que c'est Jinbei qui a dû faire ça un petit peu parce que voilà, c'est chez lui, mais voilà, le côté gouvernance, territoire et tout, c'est quelque chose que j'aurais aimé voir être développé un petit peu plus, genre comment se construire un territoire, des relations, enfin ça se fait un petit peu avec les alliances là, mais gérer le territoire et tout, et donc gérer son influence, ça c'était un truc qui m'intéressait bien. Mais après c'est vrai que ça colle pas trop avec Luffy. Luffy il est là pour la liberté, il est pas là pour ça, là. Il est pas là pour ça.
Et donc le chapitre va se terminer sur un Akainu qui va demander au taureau vert, l'amiral Ryokugyu, en fait j'avais du mal à le dire, c'est pour ça que je ne dis jamais son nom, de ne pas prendre de risques, et surtout il va lui demander où il est, et il est en train de voler au-dessus de Wano Kuni, plus précisément là où on dirait qu'il y a des montagnes, donc possiblement à l'endroit où se trouvent Kaido et Big Mom, vu qu'on n'a pas de nouvelles d'eux et ça fait une semaine. Donc est-ce qu'il est parti les repêcher? Comment ça se fait qu'il vole? Est-ce qu'il a un paramécia qui lui permettrait de voler? Parce qu'on dirait qu'il a une plante sur son dos. Est-ce que c'est un air bizarre? Est-ce que c'est un florizard? Ça, je ne sais pas. Donc on peut imaginer qu'il a un fruit du démon lié aux plantes, et donc même s'il n'avait pas mangé depuis des jours, c'était peut-être dû au fait que, tu sais, comme les plantes en fait, il se nourrissait de la lumière du soleil. Est-ce qu'on pourrait avoir un genre d'Escanor qui devient plus puissant avec le soleil? Je sais pas. Dans tous les cas, son arrivée, elle pourrait être vraiment très intéressante, vu qu'il parlait avec Fujitora dans le passé. Peut-être que ce serait plus ou moins un gentil, et même, ou sinon, qu'il pourrait proposer de l'aide à Wano Kuni, parce que même s'il n'y a pas une alliance avec le gouvernement mondial, il pourrait justement réparer les dégâts de Kaido en faisant pousser des plantes un petit peu partout, parce que oui, on est écolo à la marine. Après, je vais pas vous mentir, je vois mal ce qu'il pourrait faire seul. Et juste pour vous faire délirer, voir l'amiral voler comme ça a rouvert une polémique où Pell, au début du manga à Alabasta, disait qu'il n'y avait que 5 fruits du démon qui pouvaient permettre de voler. Bon, il y a certaines personnes qui disent qu'il parlait des Zoan, mais dans tous les cas, t'as Nika, Kaido, Pell, Marco, les Tontata, il y en avait plusieurs. Les Zoan de Pégase, tu te souviens, sur l'île Céleste, Monosuke, Big Mom qui vole sans un Zoan, mais tu vois, t'as énormément de personnages qui volent. Certains diront que Pell était juste un idiot, et d'autres diront que Oda n'avait pas prévu d'écrire une histoire aussi longue. Et franchement, je vous laisse vous battre à propos de ça, parce que je sais que c'est parti très loin ces débats. Et franchement, je vais pas vous mentir, c'est vrai que ça fait bizarre d'être revenu à ça. Un rythme où en un chapitre quand même, tu passes à 7 jours après, alors qu'on a passé 2 ans sur la même soirée. Comme dans les plus grands mangas, que ce soit Hunter x Hunter ou Killua a hésité durant tout un épisode à aller à droite ou à gauche, ou même Freezer qui nous a fait patienter 5 minutes durant des mois et des mois. En gros, pour moi, un chapitre excellent. Certes, il y a des trous. Je ne sais pas où est l'équipage de Big Mom. Est-ce qu'ils sont en train de remonter la cascade? Encore une fois, Kaido, je veux le voir revenir, peut-être face à l'amiral. Dans tous les cas, je veux qu'il meure avec quelque chose de grandiose, et je suis sûr qu'Oda, il va pas nous le faire mourir comme ça. Et en plus, on n'a pas eu d'explication par rapport à la faucheuse devant Zoro, mais ça va sortir des théories, t'inquiète pas. Et donc, voilà. Pause après le prochain chapitre, il va falloir le savourer à fond, et vous inquiétez pas, j'essaierai de vous préparer des vidéos justement pour pas que vous soyez trop lésés. Bon, bref, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de vous la faire. N'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo si ça ne vous a pas plu. Commentez, donnez-moi votre avis en commentaire, et abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Et de toute façon, on parlera de One Piece encore très longtemps. Et donc, en attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous, et surtout, paix sur vous.